Émission un peu spéciale, Cédric est de retour de vacances, on va vous parler de quoi? On n'a pas pu aller voir la Renault Symbiose, mais finalement on a trouvé un positionnement plutôt malin, on vous en parle. Comme il y a Jean, les chiffres du mois. Ouais, le contrat de filière de l'industrie automobile, avec la feuille de route entre 2023 et 2027. Une Ferrari comme on aime. Avec un petit look de Daytona. Et conduite autonome. Et puis en Amérique du Nord, oui, la voiture qui se conduit sans les mains, sans les pieds, sans les yeux, ça existe déjà. Reportage en direct du Canada. Hein. On s'abonne, le petit pouce bleu, le petit commentaire qui va bien, bonne vidéo. Première actu de la semaine, on a loupé. Non, première vraie actu de la semaine, Cédric est de retour, après des vacances bien méritées. Moi j'étais censé être en vacances, mais ça sera après cette émission-là. On a loupé le Renault Symbiose. Je vous avouerai que moi il était passé plutôt inaperçu dans mon radar. Renault Symbiose c'est quoi? C'est une sorte de capture plutôt allongée pour en faire un véhicule plus spacieux, plus familial. Qui est looké. Ouais. Et mine de rien, pour Renault, trois quarts arrière, assez joli. Oui, je suis d'accord. Hein. L'avant, c'est complètement le Renault Capture, donc on va pas vous en faire des tonnes. C'est copier-coller. Harmonie familiale. L'arrière, moi je trouve, ressemble un peu à un espèce de mix avec le Scénic. D'ailleurs, question auquel je mets tout le monde un peu, vous, mais aussi les gens qui nous regardent, à profit. Est-ce que finalement, c'est pas le Scénic thermique? Bah, en fait, c'est la compacte thermique de Renault. En fait, il n'y a plus de Mégane thermique ni de Scénic thermique. Et en fait, pour les familles qui veulent une voiture thermique, qui n'ont pas de quoi se brancher, bah, finalement, la réponse, c'est le Symbiose. Plus 17 cm qu'un Capture, donc 4,41 m. Tu as un vrai coffre, tu as 492 litres. Donc, comme je vous l'ai dit, c'est un thermique avec un 145 chevaux hybride. Et après, tu auras d'autres versions qui vont arriver. Là où c'est plutôt malin, c'est... Alors la gamme devient dure à lire quand tu regardes chez Renault, parce que tu en as un peu dans tous les sens. Tu as beaucoup dessus, tu as Capture, Arcana, Austral, Symbiose, Rafale. Scénic. C'est beaucoup de SUV. Bah, c'est un peu la mode du moment, mais surtout, c'est là où, par exemple, chez Peugeot, c'est 3008, 308, 208, 408. Là, ça devient un peu plus dur à lire. Le renouvellement de la gamme, si c'est pas une révolution. En vrai, qui a fait ça? C'est le 3e lancement de 2024. Qui a fait ça? Moi, ce qui me fait peur, c'est que là, du coup, tu es dans une super bonne dynamique. Mais du coup, dans 3-4 ans, tu auras un peu fini de sortir tes lancements. Là, tu seras un peu dans un ventre mou. Parce que en fait, le plan produit est tellement fort en ce moment que ça va être jusqu'en 2030. C'est jusqu'où on peut voir chez un constructeur. Le truc est bam 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 rythmé à mort comme Audi dans les années 90. En tous les cas, comme dirait Cédric, ça bosse. Ouais, ça bosse beaucoup. Là où moi, ce que je trouve malin, c'est le prix qui devrait être autour des 30 000 €. Et en fait, ils vont chercher qui? Ils vont aller chercher le 3008 thermique, le Tiguan, etc. Ce qui faisait un peu trou dans la raquette chez Renault, parce que l'Austral était un peu plus cher. Et donc là, comme ils le positionnent un peu moins cher que cela, ils ont une chance que ça marche assez bien, que ce soit chez les particuliers ou dans les flottes d'entreprises. Surtout qu'en CO2, il est bien, parce que comme il est hybride, il n'y a pas beaucoup de CO2, il ne va pas être embêté par les problèmes de malus, de taxes sur la masse. Ce qui fait une tonne 5, pas une tonne suisse. Donc il va être bien. Donc c'est intelligent. Après, pour moi, il est même pour moi, il y avait une réponse à Renault à l'Austral et au 3008, au Tiguan au 3008 qui est l'Austral. Mais en fait, au moment où les voitures deviennent de plus en plus chères, c'est finalement une voiture familiale dans un budget plus raisonnable que la concurrence. Et, une offre pertinente, Enfin, quand je vois le succès de l'Arcana, sur lequel franchement on ne misait pas beaucoup, parce qu'on trouvait que c'était un peu un truc à bas coût, recarrossé. Là, je pense que cette voiture-là, elle peut vraiment bien marcher, même si c'est pas ce qu'on attendait, parce que moi, initialement, j'avais entendu parler d'un Capture SUV coupé, c'est pas ça, d'un Capture 7 places, c'est pas ça non plus. Mais finalement, la réponse me semble très pertinente. Celui-là, personne ne l'attendait, j'ai l'impression. Personne n'en parlait trop. Même nous, on n'y a pas forcément... Et on était au Japon, en fait. Donc, c'était pas... Non, on revenait. On aurait pu, en vrai. On continue... Ah si, allez voir, on a fait une vidéo. Si vous n'aimez pas le sport auto, je fais la retape. Si vous n'aimez pas le sport auto, c'est pas grave. Si vous n'aimez pas la Formule 1, c'est pas grave. Si vous n'aimez pas la Formule 2, c'est pas grave. Allez voir la vidéo qu'on a mis vendredi dernier où on vous emmène dans les coulisses d'un Grand Prix de Formule 2. On a eu de jolies interviews, de jolis interlocuteurs, les pilotes, le directeur de DS Performance. C'est honnêtement, moi je suis pas spécialement un fan de ça par exemple. La vidéo est passionnante. Mais ils nous ont tous ouvert leurs portes. Ouais. C'est voilà, ça a été. Allez regarder. Et avec une sincérité, une franchise et une bonne humeur qui
qui fait plaisir à voir. Et mettez-nous un petit pouce bleu, un petit commentaire pour nous donner un peu de force. Voilà. Parce que c'est des sujets qu'on n'a pas l'habitude de faire. On essaye de changer un petit peu. On a besoin de soutien sur ces sujets-là. Et puis surtout, ce qui est passionnant, c'est qu'on s'aperçoit que c'est au-delà d'un sport mécanique, c'est surtout un sport d'équipe. C'est un peu comme une équipe cycliste. Tout le monde dépend des uns et des autres. Sujet important, sujet économique. Début du mois de mai, mais on conclut le mois d'avril. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Alors en avril, il s'est immatriculé 146 977 voitures. C'est plutôt bien parce que c'est 11% de plus qu'en 2023, enfin 10,9 exactement. Mais en 2024, il y a eu 2 jours ouvrés en plus. Donc finalement, si on compare à un nombre équivalent de jours ouvrés, ça fait que 1% en plus. Bon, c'est pas si mal. On est à plus de 7% depuis le début de l'année, mais on est encore bien en deçà des niveaux de 2019, donc niveau avant Covid. Les raisons, c'est toujours les mêmes, même s'il y a des points qui vont mieux parce que les délais sont redevenus normaux. Les prix sont toujours très élevés, puis surtout les gens sont un peu perdus, ils ne savent pas quoi acheter entre des électriques, des hybrides, des thermiques. Ils entendent plein d'infos contradictoires, donc voilà, c'est compliqué de choisir une voiture aujourd'hui. On fait bien semaine après semaine de tout le temps tout réexpliquer. Voilà. Ça marche vraiment bien. Ça fait des mois qu'on explique. Plusieurs chiffres sur les énergies. Donc l'électrique, c'est à 17%, donc c'est beaucoup plus. Donc c'était 12% en 2023, donc l'électrique ne s'effondre pas du tout, il ne faut pas croire ça. En revanche, c'est sans doute un peu artificiellement gonflé parce qu'il y a l'impact livraison de toutes les voitures qui ont bénéficié du leasing social. Donc voilà, 17%, c'est un très bon chiffre. C'est si gros que ça, le leasing social? C'était 50 000 voitures, donc ça, c'est un bon chiffre, c'est beaucoup. Ça avait d'ailleurs dépassé tous les pronostics. C'est pour ça qu'ils l'ont arrêté. PHEV 7%, c'est un petit peu en baisse. Essence 32%, MHEV 13%, donc les micro-hybrides. Hybrides normaux, les véhicules hybrides normaux 19%, diesel 8%. En fait, ce qu'on constate globalement, c'est une baisse de l'essence et du diesel au profit des HEV et MHEV. Donc c'est pas une révolution parce que c'est des véhicules qui restent proches en termes d'utilisation. Il ne faut pas brancher les voitures. Et aujourd'hui, les voitures qu'on ne branche pas représentent 3/4 des ventes. Donc le symbiose arrive au bon moment. Exactement. Exactement. Et ce qu'il faut dire aussi, c'est que les essences sont de moins en moins proposées. Oui, du coup, les gens au profit des micro-hybridations. En fait, oui, les gens, aujourd'hui, si tu prends l'exemple des 3/4 des constructeurs ne proposent plus d'essence, mais le 3 minutes par exemple, essence n'est pas un essence. Donc, du coup, comme tu ne peux pas en acheter, forcément ça baisse. Donc en fait, les gens qui prenaient l'essence, comme ça émet du CO2, pour les grosses voitures, c'est plus proposé, c'est trop fiscalisé. Donc les constructeurs proposent à la place des micro-hybrides ou des hybrides et c'est ce que les gens prennent. Donc, ces propos-là, en fait, tu les as déjà tenus. Oui. Je cherchais dans quelle émission tu les as déjà tenus, mais dans une émission qui va être diffusée et dont on a fait le montage. C'est sur les 25 ans de la Prius. C'est pas même moi, des fois, il parle, mais c'est dingue. C'est pas possible. Je suis en train de rêver, il redit. Mais en fait, c'était exactement ton explication qui était très pertinente. J'ai pas varié. Voilà. Et qui viendra bientôt. Une formidable émission qui vous emmène du Japon à Los Angeles. Bref. Et donc le CO2 moyen c'est 95 grammes, donc c'est toujours pareil, un peu sous les 100 grammes. Si on veut réfléchir à l'électrique, ce qui est certain c'est que le véhicule électrique a été soutenu par diverses incitations, qu'il est sans doute un peu artificiellement gonflé par des aides, mais il ne va pas s'effondrer parce que la demande est là, le marché est là. Aujourd'hui ce qu'on estime nous, c'est qu'en fonction finalement des pronostics, hypothèse pessimiste, le véhicule électrique va baisser et représenter plus que 15% du marché. Hypothèse optimiste, 25%, s'il y a des lancements produits très forts qui marchent bien, je pense à l'R5 notamment. Mais voilà, pas de conclusion hâtive sur l'électrique. Attention au discours, soit trop optimiste, soit trop alarmiste. Demain, toutes les voitures ne sont pas électriques. Demain, le marché ne va pas s'effondrer. C'est une vraie tendance de fond. Après, c'est un changement qui va prendre du temps. Mais voilà, l'électrification est quand même bien en route. Ce que semblent dire les autorités, c'est qu'en fait, on a atteint des chiffres conséquents plus rapidement que prévu. Oui. Mais par contre, on atteint une forme de plafond on est sur plus un rapidement que prévu aussi. On est sur un plafond. Et point important, et qui est lié à mon avis à la grosse incertitude sur la valeur de revente des voitures, c'est que les formules locatives chez les particuliers, donc LOA et LLD, représentent 65% du marché, ce qui est énorme pour le coup. Chez les VE. Non, au global. Je pense que si tu prends les VE, attends, mais c'est pas le chiffre, c'est plutôt à 80%. Alors. Oui, les VE, c'est énorme. Ça veut dire que les gens, en fait, ne veulent pas prendre le risque. De la revente de la voiture. Top 5 depuis le début de l'année, ça ne change pas. 208 Clio Sandero C3 2008. Je réfléchissais, je me disais, mais pourquoi 208 est devant? C'est marrant, c'est un peu. Et t'es repassé devant, mais en fait, la 208, il y a la i208 qui est dedans aussi. Alors que la Clio, il n'y a pas d'électrique. Donc peut-être que ça joue dans le fait que la 208 soit devant. Oui, mais en même temps, Clio, il y a du diesel. 208, il n'y a pas de diesel. Mais oui, c'est vrai. Ok. Si c'est pour me contredire, voilà. Voilà. Donc voilà pour les chiffres de ce mois. Et donc une actu importante, si on veut rebondir sur l'énergie, c'est qu'il y a en fait un contrat de filière qui a été signé aujourd'hui entre le gouvernement et les industriels de l'automobile.
L'idée, c'est de donner une feuille de route pour voir un peu ce que sera l'industrie automobile dans quelques années. Et en fait, l'idée, c'est de passer de 300 000 véhicules électriques vendus en 2023 à 800 000, ce qui représenterait pratiquement 45% du marché. Donc ça veut bien dire que la marche vers le tout électrique, même si elle est peut-être plus lente que prévu, elle n'est pas remise en cause. Il faut savoir que ce plan succède à un plan précédent qui était donc entre 2018 et 2022, qui avait pour objectif de multiplier par 5 le marché électrique. C'est effectivement ce qui s'est passé en France. Après, moi, ma conviction, c'est que les autorités elles peuvent enclencher ou accélérer un mouvement, mais la vérité, c'est le marché et c'est le produit. Concrètement, on a fait x5 en électrique entre 2018 et 2022, c'est très bien. Le gouvernement y est pour quelque chose, les bonus sont pour quelque chose. Fondamentalement, le principal artisan de ça, c'est Tesla. Et si la Model 3 et la Model Y n'avaient pas connu un tel succès, on aurait pu mettre tous les bonus qu'on voulait, ça n'aurait pas servi. Donc clairement, on compte sur les produits, on compte sur les R5 notamment pour y arriver. Mais en tout cas, ce qui est certain, c'est que si même si l'objectif de 2035 tout électrique semble, est sans doute trop ambitieux, semble peut-être très très optimiste, il y a quand même un mouvement de fond vers le passage à une mobilité, on va dire, avec plus de voitures électriques. Et ce qui fera que ça marche, c'est que les produits suivent, que les infrastructures suivent. Et si dans 5 ans, il y a plein de... C'est pour ça qu'il va passer de l'électrique au PHEV. Voilà, exactement. Décidément, tout le monde te contredit aujourd'hui. Non, mais si dans 5 ans... Je suis content d'être venu. Si dans 5 ans, on est à 45% d'électrique, certes, les incitations fiscales, ils seront pour quelque chose. Mais ce qui sera majoritairement l'origine de ça, ce sera la R5 qui cartonnera, ou des voitures électriques qui auront plus d'autonomie, qui se rechargent plus vite et qui coûtent moins cher. Pourquoi Cédric disait ça? C'est que vendredi, vous allez retrouver l'essai de la BMW série 5, qui sera potentiellement ou pas, c'est la question qu'on se demande dans la vidéo, ta future en voiture ou pas? Mais alors, en PHEV. Alors, on donne pas la réponse, on regarde la vidéo. Et du coup, électrification, la transition est toute faite avec la nouvelle Ferrari, la 2.10 cylindrée, V12 atmosphérique, 830 chevaux à 9200 tours minute, propulsion, un look qui rappelle la Daytona. Qui est magnifique. Voilà, moi j'adore, ça coûte 400 000 € en malus. Mais la voiture est incroyable. Quand on ne compte pas. Ouais, mais moi j'en ai pris 2. Voilà. Non, t'as la coupée, la Spider, t'as les deux. Ah non, et franchement, elle est incroyable. Et le nom est bien trouvé. Pour ceux qui ont oublié c'était quoi comme moteur, ils l'ont mis dans le nom. Alors du coup, j'ai quand même fait une recherche, je ne savais pas comment on disait 12 en italien, donc c'est 2.10. Voilà. Voilà. C'est joli. Non mais c'est de la poésie. Ouais. Mais elle ressemble, c'est vrai que la trêve de plaisanterie de Daytona 2. C'est la Daytona, elle est incroyable. Non mais c'est vrai que 830 chevaux c'est complètement... c'est ce qu'il faut pour la question de sécurité. Il y a un côté Miami Vice, enfin tu vois, je sais pas. Ah très vrai. Tu vois, ça me... Enfin voilà, elle est... T'as une dernière actu, c'est une actu appellation, c'est chez BMW. Depuis les années 70, la lettre I désignait les BM à injection. Donc aujourd'hui, toutes les BM essence. 323 I. Voilà. Et en fait, elle va disparaître cette lettre parce qu'il y a un risque de confusion selon BMW avec le I de la gamme électrique. Donc le I va être réservé au modèle électrique. Typiquement, la version sportive du X3 qui va être invendable en France à cause du malus, qui devait s'appeler X3 M50i, va s'appeler X3 M50. Voilà. Donc je ne sais pas ce qui va se passer pour les diesels, je ne sais pas ce qui va se passer pour le D. Mais en tout cas, à partir de la fin d'année, je crois, du dernier trimestre, le I va disparaître de l'appellation des BMW essence. C'est assez étrange en fait d'un point de vue marketing. C'est un peu comme le groupe Volkswagen. Les constructeurs allemands sont venus tardivement à l'électrique. Ils se sont constitués une gamme en parallèle de la gamme existante. Et aujourd'hui, ils ne savent plus quoi faire. Ouais. Alors que d'autres se sont dit, attends, on change simplement de carburant. De motorisation. Oui, mais enfin je veux dire de type d'énergie, mais c'est pas grave, l'enveloppe peut rester la même. Ça a été le pari de Luca en disant on va faire une Mégane qui va devenir électrique. Et là, la Golf, elle va devoir passer au 100% électrique alors qu'il y a la ID3. Donc, et tu te retrouves à jongler avec tes appellations, tes principes de puissance. Audi aussi, qui avait des super appellations. Tu sais, on comprend plus rien là. On comprend plus rien. Mercedes aussi. Et Mercedes rétropédale en disant justement on va revenir à nos appellations ancestrales. Donc le I disparaît, mais il va revenir quand? Je ne sais pas. Enfin voilà, juste un mot en parlant d'avenir. Au Canada, j'y allais évidemment pour me faire plaisir, mais aussi pour travailler. Et j'ai rencontré là-bas quelqu'un qui s'appelle Gontran, vous verrez notamment sur Instagram, et on fera aussi des petits montages pour mettre des shorts sur YouTube. Il a téléchargé
l'autopilot de dernière génération qui n'est pas exploitable en France pour des raisons de législation, mais qui, en Amérique du Nord, est un véritable autopilot. Et vous verrez les images d'illustration. Ou pas, ça dépendra du montage. Ça, Hugo, dira travailler. Viens là. Écoute, le truc est saisissant. Ça coûtait 15 000 $ normalement. Ils l'ont baissé et ils ont proposé un tarif mensuel comme c'est le fait Elon pour moins de 100 $. Résultat, Gontran l'a téléchargé et il explique dans la vidéo, il dit mais moi j'imaginais que c'était un truc qui allait lire les lignes blanches un peu plus quoi. Un truc de niveau 2 amélioré. Tu es dans le centre-ville, tu lui dis voilà où je veux aller, un coup de drive comme tu sais faire là pour lancer la voiture, elle part, elle donne le petit coup de volant qui va bien. La moindre des surprises, nous on a eu mais des surprises, moi-même j'aurais eu du mal à gérer en tant qu'être humain, un mec qui prend un sens interdit devant nous. Là ils l'ont écrasé sans souci. Non mais la Model 3, elle a juste dit c'est bizarre, elle a un peu freiné, elle est passée plus vite que je ne serais passé, elle l'a évité, ensuite il fallait tourner à gauche, il y avait un mec qui traversait mais qui faisait n'importe quoi. Elle s'est arrêtée, machin, elle atteint 50 km/h plus vite que nous relance à nous. Et c'est d'une fluidité incroyable. Et il y a juste une petite demande parfois où tu dis tu es sur un axe principal, où il te dit est-ce que tu es bien sûr que tu es avec nous, parce qu'il y a les caméras internes qui regardent tes yeux pour être sûr que tu es bien sur la route, que tu es bien, enfin que toi tu es attentif et que tu es concentré et que tu ne te perdes pas. Et c'est la seule fois au bout de 10 minutes où elle nous a dit hey, vous êtes trop en train de parler, aidez-moi et soyez là au cas où. Mais c'est ce que je veux dire, c'est que ceux qui nous expliquent que c'est pas possible, qu'il faut des lidars, la sienne c'est un modèle 2020 avec simplement les ultrasons et les caméras. C'est quoi, c'est une Model 3 ? C'est une Model 3 de 2020, il n'y a pas le lidar. Donc, et Gontran de dire, attends, t'imagines avec le lidar. C'est-à-dire que tous les petits trucs, moi j'en n'en revenais pas, j'étais bouche bée, je ne savais pas quoi dire. La voiture s'est conduite toute seule pendant un quart d'heure dans le centre-ville de Montréal. C'est historique. Même Gontran, tu vois, me disait, mais il en parle, il dit, mais c'est hallucinant. Et donc, il y a une avance considérable de la part de Tesla sur le sujet. Et je croise les doigts parce qu'on se posait la question, vous verrez en image avec Gontran, qui est capable de ça? Et en fait, il a un Ford F-150 Lightning. Donc celui qui permet… 100% électrique. Et Ford, Ford appelle ça en fait Blue Cruise, c'est-à-dire qu'il t'autorise à rouler sur autoroute sur des portions qui ont été cartographiées idéalement pour ça. Donc on reprend son Blue Cruise le lendemain, elle met des heures de tournage. On y va, il pleut des cordes. Donc il essaie d'activer Blue Cruise. Ça n'a jamais marché, il pleuvait trop. La Model 3. Ça a marché. Poum. Donc tu te dis, il y a… Alors l'explication de Gontran, c'est qu'il dit Elon Musk, lui, a une liberté telle que les contrats, les assurances, il y va peut-être baisser. Il prend plus de risques que les autres. Alors qu'il dit, quand il parle du F-150, il dit on sent qu'il y a une batterie d'avocats et de juristes qui flippent tellement des assurances que Ford ne se lance pas. Mais encore une fois, au risque de radoter, ceux qui expliquent que ça ne marche pas et que ça ne pourra jamais marcher, eh ben, essayez une Model 3 et vous verrez, vous serez, mais c'est sûr, mais je t'assure, la voiture conduit tout seul, elle conduit bien, elle conduit mieux en virage, elle trajecte, ce qui est quand même démentiel. Gontran m'expliquait que lui, il dit tous les trajets chiants en fait, c'est son expression, il dit accompagner mes enfants à la crèche le matin. Ouais. Il dit c'est des trucs un peu, il dit bah là je la mets, elle y va toute seule. Il dit en fait ma présence même dans la voiture, quelle pertinence elle a. Je pourrais mettre les enfants, tu reviens à la maison. Tellement elle pourrait le faire en fait. Et voilà. Et donc, vous auriez confiance, vous? Après, moi, il y a deux points, il y a deux sujets. Il y a la faisabilité technique. Et en fait, pour moi, l'écart entre le dernier pourcent d'écart entre la voiture est 99% autonome et elle est 100% autonome. Et ce pourcent-là est très compliqué à aller chercher. Mais déjà, le gap de Tesla est gigantesque. Moi, je t'assure. Mais vous le feriez de mettre vos enfants quand ils sont à la crèche? Non, mais
Si, en fait, moi j'aime quand même bien surveiller, quoi. Je ne gérerai pas pour 100%. Et après, l'autre sujet, au-delà de la technique, c'est l'aspect juridique. C'est en fait, qu'est-ce qui se passe en termes de responsabilité, qui est responsable. Si tu es 100% autonome et que tu dis. C'est l'accident qui fait le constat s'il n'y a personne dans la voiture. Non, mais si tu dis, la voiture autonome. Oui, je sais, mais je rigole. Si tu dis, moi je surveille la voiture, c'est toi qui es responsable s'il y a un accident, d'accord? Mais si tu dis, mais ça, si tu la surveilles, elle n'est pas autonome à 100%, parce que le fait que tu la surveilles finalement, ça veut dire qu'elle n'est pas capable de tout faire toute seule, elle a besoin d'être supervisée. Et si tu dis, en fait, elle est 100% autonome, donc je m'assieds, je regarde un film, je ne gère pas la route, et il se passe le moindre truc sur la route, il y a un accident. Et par conséquent, il y a une délégation de responsabilité. Qui est responsable? Il y a plein de sujets. En tout cas, techniquement, puisque là c'est ce à quoi j'ai goûté, j'étais comme vous. C'est-à-dire que quand Gontran me disait il faut absolument, on a préparé l'émission, je dis bon, il en fait des caisses. Je m'installe, il met son truc, elle part. Mais rien que ça, tu montes, elle part, elle sort, elle arrive, boum, le rouge, elle va le faire, et même elle s'incruste un peu. C'est-à-dire que c'est comme un mec. Donc je lui dis mais c'est dingue la caisse en fait. Et elle a pas peur. Parfois moi j'avais un peu peur de me dire mais attends elle y va. C'est très bizarre, mais c'est une question d'habitude. Faut passer. Et on y passera qu'on en fait le veuille ou qu'on le veuille pas. Au bout de 3 minutes, tu te dis elle est tellement forte que tu dis ok, je suis conquis. Mais dernière petite news et je pense qu'après on va arrêter sauf si vous en avez d'autres. Le Cupra Formentor a eu un restylage. C'est important parce que c'est le premier véhicule qui était 100% en ligne Cupra, qui était sorti chez Cupra. Ils vendent très bien. Hein. Oui. Ouais. Toi, t'en as beaucoup de demandes? Oui, on en a vendu beaucoup. Je regardais les chiffres là de vente et en fait, je regardais les chiffres par type d'énergie. Il me semble que dans les PHEV, je me demande si c'est pas le PHEV le plus vendu en France, le Cupra Formentor. À ce point-là? Ouais. Ah ok, ça me surprendrait, mais ça se vend, ça semble bien marcher. Là, c'est qu'un simple restylage. Après, c'est peut-être sur un mois ou autre trimestre, c'est peut-être pas sur l'année, mais c'était sur le site de 3A Data. Très bon site d'ailleurs pour voir les infos. C'est le site référence. Et il me semble qu'il y avait, alors c'était peut-être au mois d'avril, mais en tout cas, ils vendent très bien en PHEV et nous, on le vend beaucoup en PHEV. En parlant de sources importantes et chouettes à suivre, il y a Car Industrie. Ah oui, c'est mondial ça. Ouais, c'est vachement bien. C'est vachement bien. Parfois ils se font des top 50 un peu ubuesques, mais qui sont vachement marrants. Sur Instagram, allez suivre. Donc Cupra Formentor, il s'est fait restyler. L'avant change beaucoup. Ouais, la signature lumineuse, il y a 3 triangles dans le. Exactement. Et là où c'est la difficulté un peu pour Cupra, c'est qu'ils veulent sortir un peu de. On fait des C4 rebadgés. Et donc là, ils assument d'avoir une identité un peu à eux. Ce qui est dur parce que le Cupra Formentor était de mon goût plutôt réussi. Oui. Donc changer quelque chose qui est réussi, c'est toujours une prise de risque. On va vous mettre les visuels. Mais c'est pas si mal. Ouais. Il s'affirme. Honnêtement, moi je trouve ça. Nous, on avait essayé la borne, je trouve ça hyper bien la Cupra borne. Ah ouais, moi j'avais. Bah attends, elle était cool. Hein. Franchement, c'est mieux que la i3 en fait, les mêmes qualités que la i3, mais un look un peu plus sympa. L'arrière change, c'est pas énorme ce qui est allégé l'arrière, c'est la signature lumineuse avec le logo qui devient enfin lumineux. Ça c'est la mode ça, les lumineux. L'intérieur, ça reste toujours d'un bon niveau. Moi j'aimais bien les intérieurs chez Cupra. C'était un nouvel écran avec un. C'était assez classique, mais c'était bien. Moi je trouve qu'en fait ça fait entre guillemets un peu la blague. Ouais. Moi je trouve ça un peu plus dynamique, un peu plus. Certains vont pas aimer le côté doré, toi t'aimais pas trop le côté cuivré, pardon. Moi je trouve que ça fonctionne bien. Il y a par contre il y a du nouveau côté motorisation. Tu as le 1.5 TSI du groupe micro-hybridation 48 volts qui arrive. Et tu vois, c'est pas une essence, c'est plus une essence, c'est un micro-hybride. Ceux qui avaient une essence, maintenant ils prennent un micro-hybride. Et donc du coup, il sera plus dans les stats. Exactement. Donc du coup, les essences vont baisser. C'est normal, il n'y en a plus disponibles à l'achat. Et par contre, tu perds le 5 cylindres. C'est-à-dire mais ça en France, ils ont dû en vendre 2, je pense. Hein. Bah, je pense que c'était ultra malucé. Ah oui, tu devais avoir 40 000 c'était au max. Donc là, tu as le nouveau 1.5 TSI du groupe qui arrive en hybride rechargeable. Tu gagnes un peu en puissance parce que tu as deux motorisations. Tu as 204, 272 chevaux. Là où avant, le plus gros était en 245 donc chevaux. Il passe en 100 km. Et là où Cédric a bien vu le coup, en autonomie, tu passes au-dessus de 100 km. C'est la nouvelle norme, hein, vraiment pour les PHEV. C'est entre 80 et 100, c'est très bien. Et en plus, en puissance de recharge, ça sera un peu mieux. Jean, les PHEV. Oui. C'est maintenant ou jamais. Surtout pour les grosses voitures. Autant une Cupra Formentor PHEV l'année prochaine ne sera pas trop taxée. Mais en revanche, ce qu'il faut savoir, c'est que les PHEV aujourd'hui ne sont pas soumis à la taxe au poids. Le seront l'année prochaine. Et donc pour les grosses voitures, ça veut dire qu'il faut impérativement être livré cette année si on veut ne pas payer 15 000 € de malus. Avant le 1er janvier 2025. Donc sinon, si tu veux un X5, un Q8, un Cayenne, une série 5 hybride, toutes ces voitures-là, il faut impérativement pouvoir se faire livrer en 2024 si on veut échapper au malus. C'est au-dessus d'une tonne 6, c'est ça le malus? Alors non, en fait, il va y avoir une tolérance de 200 kg
qui correspond au poids de la batterie pour les PHEV. Okay. Donc elle doit être concernée à partir de 1,8 tonne, mais un X5 ça peut être 2 tonnes 3, 2 tonnes 4 je crois. Donc, tu m'attends des voitures au-dessus d'une tonne 8, ça paraît bizarre, mais finalement c'est foison. Hein. Oui, alors attention parce que les MHEV, les HEV qui remplacent maintenant les essences, elles ont droit à 100 kg de tolérance. Okay. Date de livraison, justificatif pourquoi avoir retenu justement la date de livraison plutôt que la date de la commande? Je ne sais pas, c'est le même sujet pour les malus aussi tous les ans. Et du coup, ça fait quelques surfroides en fin d'année pour que les véhicules soient bien livrés en fin d'année. C'est la règle, du coup, si on veut être tranquille, il faut commander rapidement. C'est peut-être pour éviter les ventes tactiques de fin d'année, ouais, je sais pas, ou des gens qui commanderaient, qui demanderaient d'être livrés dans un an, enfin je sais pas. Ok. Bon, vendredi. Vous avez vendredi, on va être devant tous notre poste. C'est ce qui se passe. Savoir si Jean va abandonner sa Tesla Model S qui est là au profit d'une BMW série 5 PHEV. Même les gens de ces Tesla seront devant leur vidéo, les gens de ces BMW. Parce que la bourse va bouger en fonction de ton. Et s'il y avait un coup de théâtre et qui roulait en Porsche Macan. En attendant, regardez le premier épisode de Formule E. Et le deuxième aussi. Jean-Éric Vergne, un des meilleurs pilotes de la discipline. Eugenio qui est le patron de DS Performance. Didier Laurent aussi, grand journaliste qui nous explique l'ensemble de ce qu'est la Formule 1. Non, franchement, Et excusez-nous si vous loupez des petites actus, parce qu'à nouveau, comme la semaine dernière, on a tourné un peu plus tôt dans la semaine. Donc s'il y a une grosse sortie qui sort, on sera aux fraises, on l'aura probablement pas vu, mais on vous en parlera la semaine prochaine. Et puis c'est pas faute de bosser, parce qu'on bosse tous. Hein. Même si on nous donne l'impression d'être un peu en villégiature, c'est pas totalement ça. Allez, à très vite. À bientôt.